Les pays pauvres ou émergents bénéficient très peu de tourisme d'affaires et accueillent principalement des touristes de loisirs. À l'instar de la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays africains francophones aspirent à un tourisme de masse. On pourrait se demander si les pays pauvres sont globalement préparés à accueillir des flux touristes étrangers. La distance socioculturelle, la langue n'est-elle pas trop importante pour ne pas induire des déséquilibres sociétaux difficilement surmontables au plan économique? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin sur Business 24 Africa. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous accueillir sur la chaîne panafricaine d'économie. Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau Sébastien Guy. Il est traducteur, interprète, professeur de langue et membre de Cambridge English Teacher Association. Alors, Monsieur Constant Guy, les langues étrangères, quelles sont les langues étrangères? Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans un pays francophone. Quand on parle de langue étrangère, on fait allusion à quoi? Bonjour, content de vous rencontrer sur ce plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Les langues étrangères, pour faire très court, on va dire langue étrangère égale les langues qui sont parlées à l'ONU. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une politique d'ouverture sur le monde et on sait que la Côte d'Ivoire, on parle beaucoup le français. Est-ce que cela ne pourrait pas handicaper quand on sait qu'aujourd'hui, les langues les plus parlées dans le monde sont le français, l'anglais et puis je crois le mandarin? Y a-t-il pas une politique de vulgarisation qu'on doit mettre en place pour soutenir les politiques et tout ce qui est comme accompagnement au niveau du tourisme? Mais je crois que ce qui attire les gens dans un pays, c'est pas seulement la langue. Il y a l'investissement, il y a l'argent. Et là où il y a l'argent, ceux qui viennent se donnent des moyens de pouvoir fréquenter les pays. Donc, la Côte d'Ivoire, il suffit seulement qu'elle mette en place un système ou un coût d'investissement qui est attrayant pour que toutes les langues et toutes les cultures arrivent. Il n'y a pas que les langues qui font donc qu'un pays se fait attirer. Les langues font partie des différents systèmes ou des atouts qu'un pays a, mais les langues ne suffisent pas seulement à attirer des touristes, que ce soit des touristes de loisirs ou des touristes d'affaires. Alors quand on prend aujourd'hui un pays comme le Rwanda, qui est un pays francophone depuis quelques années, le Rwanda a officiellement fait de l'anglais sa première langue officielle et on voit un peu les conséquences sur l'indice Doing Business. Aujourd'hui, le Rwanda attire beaucoup d'investissements intérieurs extérieurs. Est-ce que nos pays ne peuvent pas s'inspirer peut-être que de ce modèle-là? Mais ma profession de traducteur-interprète ne fait pas de moi un promoteur d'une langue pour une autre ou contre une autre. Mais ma posture de professeur de langue étrangère et de traducteur-interprète me donne l'expertise de pouvoir faciliter la rencontre des cultures, des argents, des affaires, des entreprises. Le Rwanda est une situation qui est tout à fait différente et ce n'est pas une politique, à mon avis, la politique du Rwanda n'est pas une politique seulement linguistique. Elle est une politique qui est liée à sa gouvernance. Et c'est grâce à la gouvernance du Rwanda que l'espace d'affaires s'est amélioré, le paysage économique s'est amélioré et devenu un pays beaucoup plus attractif. Il n'y a pas longtemps, on a dit que la capitale du Rwanda est la ville la plus propre. Et le Rwanda fait partie des pays les mieux gérés au monde. Naturellement, la bonne gouvernance et d'autres types et d'autres critères font partie de ce qui amène le Rwanda à avoir un vrai rebond au niveau de doing business, pas seulement les langues. Vous avez dit tout à l'heure, vous facilitez plus ou moins les rencontres. Alors, quel mécanisme proposer souvent pour permettre à deux peuples, à deux cultures qui souvent ne se comprennent pas et qui arrivent plus ou moins à s'entendre et à plus ou moins à avoir des idées de nourrir, de faire des affaires? Le métier d'interprète est un métier de rencontre, est un métier de communication. Le métier de traducteur est un métier qui permet de passer de génération à génération en laissant des traces sans barrière culturelle. Mon rôle en tant qu'interprète est de faciliter la rencontre de cultures, d'affaires,
d'entreprise, de diplomatie, de relations internationales, de guerre aussi, parce que quand les soldats américains vont intervenir au Mali et qu'on parle français, il faut bien qu'un interprète qui ait fait l'armée ou qui connaît bien la stratégie militaire soit présent. Notre rôle donc, c'est de réconcilier des cultures, c'est de faire partie des différentes situations qui améliorent les échanges, que ce soit échanges économiques, échanges militaires, échanges de coopération, échanges diplomatiques. Voilà notre rôle. En matière de formation, nous permettons aux personnes qui parlent une langue ou l'autre de se hisser à un niveau de performance, de communication qui est fluide avec d'autres personnes dans les langues demandées. Mais nous ne pensons pas que ce qui fait qu'un pays est attrayant, ce qui fait qu'un pays est beau, qui attire l'investissement, soit seulement la question de langue. Mais si la Côte d'Ivoire, le Mali, le Rwanda ou qui que ce soit mettent dans leur politique une situation qui permet au pays d'avoir une ouverture linguistique, va contribuer à en rajouter positivement aux nombreux atouts de ce pays. Mais la langue à elle seule ne suffit pas parce que moi, si je veux investir au Bhoutan, que je ne comprends pas la langue qui y est parlée, si la raison qui m'y emmène est une raison qui m'enrichit, j'emploierai bien les traducteurs et interprètes qu'il faut pour que j'aille au Bhoutan. Est-ce qu'il y a une langue des affaires quand vous fréquentez souvent ce milieu? L'anglais s'est positionné comme une langue des affaires en raison de son caractère commercial, de son caractère de langue de recherche scientifique, de son caractère de langue de l'anglais. L'anglais, c'est la langue que parle la technologie, la langue que parle la recherche, la langue que parle la science. Or, ces trois éléments sont essentiels à la survie de l'homme d'aujourd'hui. Donc, l'anglais s'est imposé comme langue. Elle n'est pas importante en matière de démographie, mais en matière de valeur ajoutée. Alors, vous êtes membre de English Teacher Association, en fait, membre de Cambridge English Teacher Association. Quels sont les objectifs assignés à cette structure? Cambridge English Teacher Association est une organisation privée de Cambridge English Teacher qui, à travers le monde, a des affiliés qui enseignent selon les principes, normes et exigences que cette institution prône. Voilà. Alors, aujourd'hui, la langue, vous avez dit que l'anglais est devenu la langue officielle plus couramment utilisée dans les affaires. Au niveau de la Côte d'Ivoire, cette langue est enseignée à l'école. Est-ce que vous pensez que la promotion de l'anglais en Côte d'Ivoire ne doit pas déjà commencer peut-être que dès l'école primaire pour permettre plus ou moins de donner les chances à ce pays-là qui ambitionne nouer des partenariats extérieurs? Naturellement, la langue est promue en Côte d'Ivoire. On peut critiquer des systèmes, des façons, mais elle est promue. L'anglais est enseigné en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Depuis avant que nous naissions, l'anglais est enseigné. Donc, le législateur ou le politique a compris combien il est important d'ouvrir la Côte d'Ivoire sur le monde à divers titres, mais aussi à titre linguistique. Le souci que la Côte d'Ivoire a, ou peut-être que les Ivoiriens ont avec l'anglais, c'est que le système éducatif ivoirien propose l'anglais comme une matière, c'est-à-dire composer, écrire et avoir une note supérieure ou égale à 10 passée en année supérieure. Naturellement, l'anglais que les Ivoiriens ont est un anglais qui ne se libère pas des lourdeurs normatives et traditionnelles, et cet anglais ne permet pas aux Ivoiriens de communiquer. La langue comme outil de communication n'est pas promue. Mais la langue comme matière, la langue comme sujet important d'épanouissement, certes, est là. Et beaucoup de gens ont de mérite de parler l'anglais vu le système qui est en place. Mais vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a eu avec le FDFP l'autorisation ou la mise en place de nombreuses entreprises de langue, de cabinets de langue, qui ont essayé de remettre à niveau les cadres ivoiriens qui sont en train de connaître une ascension à la fois professionnelle, à la fois entrepreneuriale, à la fois personnelle, pour que ces cadres-là puissent se hisser à d'autres sphères. Et à ce niveau, la langue devient une langue importante. Mais plus encore aujourd'hui, avec cette promotion à outrance de la destination Côte d'Ivoire au niveau des affaires, les entreprises ivoiriennes, d'une part, veulent s'ouvrir au monde extérieur et s'installer dehors, et ces entreprises, d'autre part, veulent attirer des capitaux.
Et chaque fois qu'un capital arrive, celui qui est porteur de ce capital parle une langue donnée, et la langue de facto, ou la langue immédiate est l'anglais. Et les Ivoiriens, de plus en plus, ont commencé à s'ouvrir à l'anglais, d'où la nombreuse, l'existence massive de cabinets de langue, dont le sujet majeur ou le service majeur est la formation en anglais. Alors, vous avez dit que les Ivoiriens commencent maintenant à s'intéresser à la vulgarisation, à la promotion de l'anglais, mais je constate qu'il y a certains pays comme le Sénégal où ils ont des cadres au niveau des organismes internationaux. Est-ce que ces pays-là n'ont pas une avance dans certains domaines par rapport à la Côte d'Ivoire? Mais avoir des cadres internationaux est d'abord une ambition personnelle de chaque citoyen, et c'est ensuite une ambition politique ou stratégique des États. Et là-dessus, je ne suis pas le plus expert pour en parler, mais le fait que le Sénégal ait des cadres internationaux est lié aussi à la capacité de l'ambition du Sénégalais de se hisser à un niveau international. Et les Ivoiriens devraient le connaître, mais je voudrais parler peut-être un peu du Sénégal, et dont je connais juste un petit bout. Au Sénégal, la plupart des conducteurs parlent Wolof, pas français. Mais ce n'est pas un pays qui est moins touristique. Donc vous voyez, ce qui attire le touriste, ce n'est pas la question de langue seulement. C'est aussi ce qu'il a à visiter. Si ce qu'il a à visiter plaît et attire, eh bien tout le monde y va. Tout le monde va à Lourdes, en France, ou au Louvre, en France, et ils sont chinois, ils sont japonais, ils sont coréens, ils sont anglais, ils sont allemands, ils sont russes, et ils se retrouvent tous à Lourdes ou à Louvre, selon donc les intérêts. Pourquoi? Parce que ce qui les attire est bien plus fort que la barrière linguistique, premièrement. Mais en France, il existe des structures, il existe des systèmes, il existe des plateformes où les personnes ont les moyens de se faire comprendre, de se faire entendre. Peut-être ce qu'il faudra faire en Côte d'Ivoire pour améliorer, pas pour inventer, parce que les langues n'inventent pas le tourisme, pas pour inventer, mais pour améliorer le tourisme ivoirien, ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir des agents touristiques qui ont une vaste et énorme, y compris une connaissance claire de la communication linguistique de l'anglais ou aujourd'hui du chinois, du mandarin et puis de l'arabe. Ce sont des langues qui commencent à s'imposer. On assiste au niveau de la CEDEAO à l'émergence du portugais. Les lusophones de plus en plus ont commencé à dire, mais tiens, il faudrait que notre langue soit respectée. Dans tous les cas, celui qui donne un peu d'argent le donne avec sa langue. Donc nous sommes tout à fait obligés de nous ouvrir, et le bond en avant qu'on peut faire peut être amélioré si les agents économiques nationaux prennent en compte la valeur de la langue comme un outil majeur à ajouter aux compétences qui sont nombreuses et qui sont variées. Alors, vous êtes en contact très souvent des populations étrangères qui arrivent en Côte d'Ivoire parce que vous arrivez à communiquer aisément avec eux. Quand ils arrivent, est-ce qu'ils ont des appréhensions? Je crois qu'on peut dire que 70% des personnes qui viennent en Côte d'Ivoire et qui parlent l'anglais n'ont pas de problème à se faire, parce que nous avons un bon système scolaire qui fait que n'importe quelle personne qui a atteint le niveau de la 3e peut dire 4 mots en anglais et recevoir quelqu'un, premièrement. Deuxièmement, les anglophones ne sont pas plus exigeants en matière de langue. Ils font ce qu'on appelle la compréhension lexicale, c'est-à-dire s'ils peuvent parler, se faire comprendre, c'est l'essentiel. Mais là où la Côte d'Ivoire peut avoir des problèmes, c'est quand l'Asie commence à venir. Parce que le chinois, l'arabe, le coréen sont des langues qui nous sont étrangères. En dehors du Burkina, le russe n'est pas parlé. Hein? Les Burkinabés parlent du russe. Ils ont fait du russe chez eux. Mais les Ivoiriens n'ont pas fait du russe, alors que les Russes commencent aussi à sortir de leur pays. Donc le souci des Ivoiriens pourrait être... Donc vous pensez que ces langues-là, on devait en principe les introduire dans le système scolaire? Je crois que les Ivoiriens devraient s'intéresser à ces langues. Les Ivoiriens devaient s'intéresser à ces langues. Les Ivoiriens, pas seulement le système scolaire, c'est un problème de politique et de stratégie. Et là-dessus, nous ne sommes pas experts, comme je le disais. Par contre, dans le milieu des affaires, les entreprises de langue devraient s'intéresser à promouvoir les langues comme le chinois, les langues comme l'arabe, les langues comme le coréen, parce que ces personnes-là sont en train de se positionner en investisseurs. On a le Maroc qui est là,
qui est un pays qui est arabophone et francophone. Donc, c'est un pays qui a le choix de parler ou l'arabe ou le français. Les langues sont vecteurs de transformation, sont des choses qui véhiculent la culture. Quand vous comprenez l'arabe, vous comprenez la langue arabe, vous comprenez forcément comment vend un arabe. Quand vous comprenez le chinois, la langue chinoise, vous comprenez comment vend et comment parler à un chinois. Donc la Côte d'Ivoire, vous voyez, j'aime bien m'amuser avec les tailles des ambassades. Quand vous voyez la taille de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, ça montre bien l'ambition que la Chine a. Quand vous voyez la taille de l'ambassade des États-Unis, la taille de l'ambassade de France, ça veut donc dire que ces pays-là arrivent et naturellement, elles ne viennent pas en parlant la langue qu'elles trouvent là, puisqu'elles viennent avec de l'argent, naturellement, celui qui demande la main qui est en dessous. Donc, on va tous s'ouvrir vers ces langues, non pas par aliénation, mais parce que nous sommes un pays qui est hospitalier et hospitalier aussi en affaires. On a besoin de vendre et celui qui vend est obligé de savoir parler la langue de son client pour mieux le happer. Mandela disait, quand on parle la langue de quelqu'un, on parle à son cœur. Alors, vous avez parlé du Maroc. Le Maroc tente une offensive en Afrique une offensive économique en Afrique de l'Ouest. Le Maroc a demandé au pays de la CEDEAO de l'accueillir au sein de cette communauté. Elle s'est dit que aujourd'hui, pour que le Maroc rentre dans cette grande famille, et il va falloir mettre en place une politique pour amener les gens à pouvoir communiquer avec les Marocains et les hommes d'affaires marocains qui parlent couramment l'arabe. Ben, si ce que vous voulez dire, c'est simplement que les Marocains viennent en Côte d'Ivoire et ils doivent vendre, le vendeur que je suis, si ce Marocain ne parle pas français et qui parle arabe, je serai obligé d'embaucher un interprète arabe parce que je veux vendre. Si c'est sous ce ton que vous voulez dire ça, ben, nous sommes tout à fait ouverts, nous vendeurs, à nous ouvrir. Mais la stratégie de positionnement du Maroc dans une CEDEAO est une affaire qui est hautement et intrinsèquement de politique et de diplomatique qui est loin au-dessus de tout ce que je sais faire. Ok. Alors, le marché de la traduction ici en Côte d'Ivoire, comment il est organisé? Si organisé est un mot français que je comprends, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout parce que en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises organisées au sens légal, juridiquement constituées. Et il y a des interprètes qui sont, et traducteurs et interprètes qui sont à 99% des indépendants, qui travaillent d'une entreprise de langue à une autre et qui sont employés par ces entreprises-là comme prestataires, comme consultants. Comme consultants, le mot est bien grand, mais comme indépendants. Et il y a aussi que ces mêmes traducteurs et interprètes sont aussi employés directement par les institutions et instances comme des prestataires. Il y a donc ce souci, et puis il y a tous ceux qui parlent un peu plus d'une langue, qui se positionnent comme traducteurs et interprètes et qui sont, heureusement ou malheureusement, selon là où on se situe, utilisés par ceux qui devraient s'intéresser aux entreprises de langue. Donc nous devons en interne nous organiser et à l'externe, on devait lancer un appel pour dire à la population ivoirienne, aux entreprises, aux PME, que de même on choisit son médecin en voyant s'il fait partie de l'ordre des médecins et s'il travaille dans un hôpital qui est reconnu. De même, on devrait s'intéresser maintenant aux entreprises de traduction qui ont une histoire, qui ont un CV, qui ont de la démonstration, qui ont des références. Parce que dans ce monde qui devient de plus en plus compétitif, une entreprise a besoin de vendre à une autre. Dans la vente, il y a un élément qu'on ignore souvent, c'est le contrat. Le contrat d'affaires, le contrat qu'on passe, il est écrit dans une langue. Il faut le traduire dans une autre et le contrat est aussi vital pour une entreprise qu'une ordonnance pour un patient. Il faudrait donc que ce soit un spécialiste qui traite de ce contrat. Et les spécialistes qui le font, c'est bien les traducteurs. Et les spécialistes qui font rencontrer des gens qui se parlent, c'est bien les interprètes. Et tous ceux qui sont bilingues, qui veulent légitimement devenir interprètes et traducteurs, sont invités à venir vers nous pour l'être et les devenir. Ils sont les bienvenus.
Mais il ne faudrait pas que, parce que simplement on sait utiliser une seringue et l'autre, on utilise tout le monde, mais toutes ces personnes-là doivent venir vers nous et nous les appelons, nous sommes ouverts à former une grande famille de traducteurs et interprètes pour que nous puissions servir la Côte d'Ivoire au mieux, parce que si le CPC est en train de se muscler pour accueillir le maximum d'investisseurs étrangers, c'est-à-dire ne parlant pas forcément français, ça veut dire que la demande est de plus en plus forte en matière de communication, en matière de compréhension, en matière d'échange. Et c'est là que les entreprises de langue, mais particulièrement les traducteurs et les interprètes, ont quelque chose à faire. Notre rôle est immense parce qu'il fait rentrer l'argent, il fait sortir de l'argent de la poche du client et le fait entrer dans la trésorerie de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se comprenne et c'est nous qui savons briser ces barrières-là, les professionnels. C'est un marché donc qui est porteur, qui est à organiser, qui est à améliorer. Et nous sommes tout à fait ouverts à la fois à aller vers tous les clients potentiels, les investisseurs aussi, pour dire que nous existons, nous sommes là, qui n'ont pas à avoir peur, mais nous sommes aussi prêts à dire à tous nos frères que ce métier est d'une rentabilité qui ne dit pas son nom, et c'est le moment de devenir bon en s'approchant de ceux qui savent faire, en ne restant pas seulement à la touche pour négocier 1 ou 2 contrats, c'est totalement insuffisant. Il faut que nous rejoignent pour qu'ensemble, on puisse faire de la Côte d'Ivoire une belle destination de traduction. Je vais vous dire un secret. Nous n'avons pas envie que la traduction et l'interprétation soient un métier qui ne soit pas des bien vus. Parce qu'à Abidjan, quand vous êtes traducteur et interprète, on vous traite de professeur ou on vous traite de quelqu'un qui est littéraire. Notre métier n'est pas connu. Donc c'est à juste titre que les autres l'utilisent comme il ne faut pas. Il n'est pas connu des clients, des entreprises, des PME, il n'est pas connu des grandes entreprises qui utilisent toujours leur secrétaire bilingue ou assistante bilingue pour en faire des traductrices ou des traducteurs. Et nous devons donc le vendre et je suis content d'être là pour en parler et dire que ce métier-là, des professionnels sont là. Il y a moi, il y a plein d'autres qui sont là en Côte d'Ivoire, qui sont rompus à la tâche, qui savent le faire et qui n'attendent que les PME, et nous sommes prêts à aller vers elles. Alors, quelle collaboration avez-vous avec le CPC, le Centre de promotion d'investissement de Côte d'Ivoire? Une entreprise comme la mienne dépose une lettre d'agrément et espère que le CPC va y répondre. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, c'est nouveau en Côte d'Ivoire de voir dans le journal, le journal que tout le monde sait, dans ce journal-là, un appel à manifestation d'intérêt pour demander des fournisseurs, et c'est vraiment très récemment qu'on trouve traduction et interprétation. C'est un métier dont on n'affiche pas les demandes parce que c'est un métier qui est méconnu. Un peu plus d'entreprises, on a commencé peu à peu à les mettre, mais c'est aussi notre faute. Nous ne nous vendons pas assez et je crois que c'est le moment de le commencer avec Business 24. Alors, M. Guy, la Côte d'Ivoire aspire à l'émergence. Est-ce que les langues ont aussi une place, un rôle à jouer? Parce que comment ils vont faire pour émerger si les entreprises ne parlent pas leur langue? Quelles sont les langues auxquelles vous faites allusion? Je parle des langues, d'abord de la CEDEAO, l'anglais, le français, le portugais, les langues de l'Union africaine, il faut y ajouter l'arabe et le swahili, et les langues de l'ONU, il faut ajouter des autres langues internationales, et aussi regarder le profil de l'investisseur qui vient. Aujourd'hui, on a des arabes, on a des chinois, on a des japonais, on a tout le monde qui vient, et nous devons être capables de communiquer avec eux pour leur vendre et pour en acheter. Est-ce que vous avez un plaidoyer à lancer à l'endroit de nos gouvernants? Le premier plaidoyer que je lance, c'est nous avons des entreprises de langue qui sont organisées. Nous serions très heureux que le gouvernement se trouve vers ces entreprises-là quand il faudra parler de conférences, d'interprétation, de traduction, pour que nous puissions participer bien à l'émergence. Il faudrait bien que le plus gros client potentiel de la Côte d'Ivoire, qui est l'État, nous utilise pour qu'on puisse participer nous aussi à cette émergence. Nous avons été très heureux de l'avoir sur notre plateau. C'est vrai, nous n'avons pas parlé en anglais, mais on s'est compris. Il est traducteur, interprète et il est professeur de langue. Et il est aussi membre de Cambridge English Teacher Association. Avec lui, il était question de voir l'apport de la langue dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Merci de votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Business 24 Africa. Au revoir.